Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S213 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 27 mai 2021. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec nos invités, le professeur en photographie Guillaume Moreau et Ilan de Raspide, le fondateur de Studio Gemini. Cette semaine, on s'intéresse aux différentes solutions qui existent pour se former et pour apprendre la photographie. Alors évidemment, quand on pense formation, on pense naturellement en premier aux écoles de photo qui proposent des cycles d'enseignement pour devenir photographe professionnel, ce si beau métier. Il en existe beaucoup en France, des cycles courts, des cycles longs, des écoles publiques, des écoles privées. Alors avant d'entrer dans le détail, une première question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer par une école pour devenir photographe professionnel ? Guillaume, qu'est-ce que t'en penses ? La question qui tue pour démarrer. Ah, je pensais que c'était pour la fin. Ouais, non, t'as vu, on a changé le principe là. Allez, courage. Allez. Allez, alors, très clairement, il n'y a pas besoin de formation pour être photographe. C'est un peu d'ailleurs un problème pour ce métier. Parce que... Non, tu vends pas très bien ton école là, du coup, si tu dis qu'il n'y a pas besoin de formation pour devenir photographe. C'est un peu le problème de ce métier, c'est que par exemple, pour ouvrir une boulangerie, il faut un CAP boulange minimum. Pour être photographe, il n'y a besoin de rien du tout. Je me souviens même quand j'étais en BTS d'avoir pris une soufflante extraordinaire par un de mes profs un jour où je n'étais pas très attentif en me disant que si je voulais pas aller à l'école, rien n'était obligatoire. Par contre, très clairement, la formation en photographie quand même te permet d'aller plus vite, je pense. Et puis ça élargit tout de suite tes connaissances et ça je pense que c'est quand même très très bénéfique pour les élèves. On peut pas se contenter d'aller juste sur YouTube et de se former ou de faire du DIY comme on peut le faire pour plein d'activités quand même. Il faut donner un petit peu quelques billes quand même. C'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça de but en blanc. Alors en effet, l'avantage des écoles, ça va être notamment d'être dans un petit cocon pendant quelques années et d'avoir accès à du matériel, des connaissances. Et ça, c'est sûr que si on le fait tout seul, c'est pas évident. Par exemple, quand on veut apprendre le studio, si on doit s'équiper dès le départ, c'est quand même vite un investissement qui est très lourd. Et après, les connaissances, lorsqu'on veut apprendre à utiliser du flash, lorsqu'on veut apprendre à composer sa lumière, et bien là, l'école elle va avoir un gros avantage parce qu'on est accompagné, on nous explique comment fonctionne le matériel, on nous explique comment on crée l'image, et ça, c'est sûr que ça fait gagner du temps. Et je pense que les élèves ont un peu de mal des fois même d'ailleurs à vraiment ressentir l'avantage énorme qu'ils ont d'avoir accès à ce matériel sans avoir à investir eux-mêmes dans ce genre de Puis choses. au-delà de tout ça, évidemment, il y a aussi, là je vais prendre des métaphores footballistiques, il y a la force du collectif. Ok, quand on est dans une école, on n'est vraiment pas seul. On a des camarades de promotion. Et toi et moi, Guillaume, qui avons suivi la même école photo, on en est un exemple parfait. Il y a le réseau que peut proposer l'école. Tout ça, c'est fondamental pour se faire sa culture photographique, pour apprendre la photographie et pour démarrer sa carrière professionnelle. Ilan, toi, tu navigues dans la photographie depuis 15 ans. Alors, depuis une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Quelle école t'as fait ? Moi, j'ai pas fait d'école photo en tout cas. Je m'en doutais, c'était un piège. C'est la question qui tue ? Non, pas encore. Moi, je suis éditeur à la base, c'est-à-dire que mon travail, quand on s'est connus, je faisais des livres pour Pearson où j'ai développé un secteur de guide d'apprentissage de la photo. Et mon travail, c'est de donner la parole à des photographes et de transmettre cette parole auprès de gens qui souhaitent apprendre la photo. Les livres chez Pearson et même chez Studio Gemini, on ne s'adresse pas à un public qui cherche forcément à devenir photographe professionnel. On s'adresse à des gens qui sont passionnés, des amateurs de photos, et on va essayer de les amener plus loin et de les aider à devenir meilleurs photographes. Et comment est-ce qu'on reste en phase ? La question va être valable finalement pour tous les deux. Comment est-ce qu'on reste en phase à l'époque où finalement la plupart des gens maintenant dégainent un smartphone et font des images qui vont leur suffire,
et où il est même possible, des fabricants historiques de flash proposent désormais des modèles conçus pour les smartphones. Donc, comment est-ce qu'on reste en phase avec cette évolution aussi de l'outil photographique? Ah, c'est pas facile à répondre à cette question, mais c'est vrai qu'on est sur un métier où il faut être en veille permanente sur ce qui se fait pour essayer de coller le plus possible à l'actualité professionnelle pour les élèves et les étudiants. Ouais. Ça, Oui, parce c'est que tu disais, vous n'avez pas d'hybride, par exemple, dans votre... on discutait un petit peu comme ça, vous n'avez pas d'hybride dans votre école, vous bossez qu'avec des réflexes, des moyens formats à miroir? Est-ce que vous avez des cours de community management? Est-ce que vous leur apprenez à utiliser Instagram, Facebook, LinkedIn? Est-ce que vous les formez à l'iphonographie, hein, cette grande mode? Ce terme-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, hein, iphonographie. Oui, ça fait 10 ans. Ça fait l'iPhonographie. 10 ans. Voilà, C'est un merci. livre Au chez Erol. revoir. Ouais. Alors, non, c'est vrai qu'on n'a pas de cours. Alors, c'est vrai que, en tout cas, pour le programme du Bac Pro ou du BTS, il est quand même relativement cadré par un programme d'éducation nationale. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, enfin, les élèves, pour le coup, ils sont auto-formés et parfois même bien mieux que nous, hein. Par contre, sur la technologie, c'est là où, en effet, avoir des enseignants qui sont autour d'eux, qui font un peu de veille, même plus qu'un peu, qui les éveillent à avoir un regard critique sur ce qui peut être proposé par les constructeurs, etc. Ça, par contre, je pense que c'est vraiment un des intérêts d'être en école photo et de ne pas être tout seul au milieu de la jungle et justement du marketing qui va être tout autour du matériel notamment. Quelles sont les principales demandes des élèves? Ça vaut aussi pour Studio Gemini. Ilan, ou des gens qui souhaitent se former. Quelles sont les principales demandes ou les tendances? Alors, il n'y a pas de demande qui soit spécifique en fait. Je rebondis sur la question du matériel que tu posais à Guillaume. En fait, nous, on s'est totalement émancipé de cette question. C'est-à-dire que on part du principe que effectivement, la photographie est affaire de technique et on a des formations sur Studio Gemini qui aident à maîtriser la technique photo, les bases de la composition, de la retouche, etc. Mais que la photo, c'est surtout et aussi affaire de regard et de qualité du regard. Et à partir de là, on peut totalement s'émanciper du problème et de la problématique du matériel. Et quand ensuite des artistes photographes, on va essayer de montrer comment ils travaillent, de plonger les gens dans les coulisses de la création. Et à partir de là, on peut s'inspirer des techniques, des savoir-faire propres des différents photographes qui ont une légitimité sur tel ou tel sujet, mais on s'éloigne un petit peu de la problématique du matériel, ou en tout cas des nouveautés, de la problématique des nouveautés du GH6, 7, 8, etc. etc. Nous, on n'est pas sur cette question-là. Et par rapport aux demandes de nos abonnés, nous, en fait, la plupart des gens, ils arrivent sur Studio Gemini, soit ils connaissent un petit peu les bases de la photographie, mais ils ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, moi j'ai un réflexe ou un hybride, je connais à peu près les bases de la photo, j'arrive à maîtriser mon appareil, mais j'arrive pas à mettre cette technique au service d'une intention et au service d'un regard. Et en fait, en prenant ce pas de côté, en se disant ce qui nous intéresse, c'est moins la technique qui est importante, hein, mais plutôt le regard et la qualité du regard, comment on construit un univers photo. En prenant ce pas de côté-là, on a quelque chose de différent. Une proposition éditoriale différente, en fait. Guillaume, s'il y a bien une question que doivent se poser tous les étudiants qui se demandent s'ils vont s'inscrire à une école de photo, est-ce qu'on peut avoir un travail en sortant d'une école de photo et vivre de son métier? Ah, ça, c'est une très bonne question. Et c'est une question qu'on nous pose très souvent, par exemple, aux journées portes ouvertes, hein, notamment les parents. Et la réponse que je fais, c'est que c'est un métier très dur. Et comme dans tous les métiers très durs, il va falloir de l'implication lorsqu'on va sortir de l'école. Donc c'est sûr qu'en sortant d'une école photo, et ça c'est assez vrai d'ailleurs, quel que soit le niveau, hein, que l'on choisisse de faire un BEP, un bac pro, un BTS, qu'on fasse l'école Louis Lumière ou l'école d'Arles, en sortie d'école, il va falloir s'impliquer énormément derrière pour se faire sa place. Et, et là, c'est là aussi où on voit la motivation des élèves en sortie d'école. D'ailleurs, certains, parfois, sont découragés même par la formation et vont diriger vers d'autres secteurs qu'ils vont découvrir pendant leur formation. Qu'est-ce qu'il existe comme type d'école, de formation pour devenir photographe? Donc, tu as parlé bac pro, BEP, c'est la même chose ou pas?
Alors le BEP, on va Ça vite n'existe clore plus. le dossier. En fait, voilà, c'est ça. Au mois de septembre, là, les dernières personnes qui sont inscrites vont passer les derniers examens du BEP, et après le BEP photo, il disparaît, il n'existe plus. Donc il existera le bac pro. Ensuite, il y a le BTS, 2 ans après le bac. Et ensuite, il y a l'école Louis Lumière et Arles qui vont proposer donc l'équivalent d'un master en photographie. Et ensuite, il y a quelques formations qui proposaient à la faculté, souvent sur des choses plus larges qui intègrent de la photographie. Alors tu parles des écoles supérieures et ça tombe bien puisque nous avons pu nous entretenir avec Franck Mindon qui est professeur et coordinateur de la section photographie à l'ENS Louis Lumière, hein, une école très prestigieuse. Il nous présente cette institution et le type de formation qui y est délivrée. On l'écoute. Alors, l'école Louis Lumière a été créée en 1926 par des personnages assez prestigieux qui étaient Louis Gaumont et Louis Lumière du cinéma, puis notamment aussi des personnalités importantes de la photographie. C'est une formation qui a pour vocation de former des professionnels de la photographie qui sont autant dans le domaine de la prise de vue, de la post-production ou des domaines périphériques de la photographie, hein. Globalement, il y a 3 années. Chaque année est stratifiée de façon assez logique. La première année, c'est une année évidemment de fondamentaux comme la plupart des écoles. Et l'idée, c'est qu'en 3 ans, on autonomise l'étudiant. Cela se fait progressivement. Et l'ensemble de ces 3 années, évidemment, est parcouru par un projet professionnel de la part d'étudiants, c'est-à-dire que conjointement avec les enseignants, avec aussi ce qui se passe en dehors de l'école, le réseau de l'école, les anciens étudiants d'école, qui constituent une association qui va créer un parrainage. On va essayer de construire le projet pédagogique avec l'étudiant, de manière à ce qu'il puisse intégrer le monde professionnel avec les meilleurs atouts possibles. Alors, l'école est située à Saint-Denis, donc en plein milieu de la Cité du Cinéma. Cette école est gratuite. Je crois que les frais de scolarité sont de l'ordre de 200 €, qui sont des frais de dossier finalement. C'est une école assez unique puisque c'est bon, comme les écoles publiques du supérieur, on n'a pas de frais annexes. Tous les frais sont payés, y compris des consommables. Donc c'est vrai que c'est une opportunité assez exceptionnelle pour les étudiants. Si on regarde les chiffres des étudiants qui sont intégrés, et ça c'est, je pense, une des forces de l'école, c'est qu'on a une très très grande diversité, à la fois en termes de parité, en termes d'horizon d'études, puisqu'on a des étudiants qui proviennent à la fois d'études de lettres, d'études scientifiques, d'écoles artistiques, et puis aussi même de Sciences Po, de prépa, enfin et de BTS, je n'oublie pas non plus, BTS audiovisuel, BTS photo. Globalement, on a à peu près tout le spectre qui est représenté à l'école. En termes de coûts, il faut compter à peu près combien pour une formation en BTS ou par exemple pour accéder à l'école des Gobelins? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu comme ça un catalogue, un aperçu rapide? Pour un lycée privé sous contrat, donc ce qui est le cas par exemple de la Pro à Saint-Dié, on est sur de l'ordre de 1 500 € environ par an pour le BTS. Il y a d'autres écoles qui vont proposer des tarifs plus élevés, ça peut être environ 5 000 € par an. Et puis après, il y a des formations comme les Gobelins qui vont être encore plus chères, ou des écoles complètement privées qui vont proposer des tarifs plus élevés. Alors ça s'explique hein, parce que les enseignants ne sont pas payés par l'éducation nationale. Et pour accéder à ces grandes écoles, il y a des concours, il y a comment on y accède? Alors pour les 2 écoles qui sont dans le supérieur, donc c'est-à-dire le NSP d'Arles et Louis Lumière, il y a donc un concours d'entrée qui se fait donc avec des conditions d'accès. Donc il faut avoir un bac plus 2 ou être en train de passer un diplôme bac plus 2. Et donc alors c'est très souvent hein, que les élèves en BTS hein, d'ailleurs vont proposer l'un ou l'autre de ces 2 concours qui font office d'une sorte de prépa un peu améliorée pour ces 2 écoles. Et pour les BTS et les bacs pro, comment on fait pour intégrer ces formations? Alors le BTS, c'est le fameux Parcoursup. Donc, donc là, il y a un cadre très précis, très défini, où on a un dossier scolaire à remplir. Les écoles ensuite peuvent avoir un petit peu de jeu pour demander des portfolios. Donc c'est le cas de quasiment toutes les écoles photo hein, qui vont demander quelques images pour voir à peu près où en est l'élève, ou le futur élève, avec son appréciation de la photographie. Et pour le bac pro,
Pour le coup, là, c'est à la sortie donc de la troisième, en fonction du dossier scolaire, où là, ici, il n'y a pas encore de système qui est national comme Parcoursup, où les élèves peuvent s'inscrire à chaque lycée professionnel qui propose le bac pro. Alors, si on ne souhaite pas passer par la case école, on peut aussi évidemment se tourner vers d'autres solutions de formation qui existent, comme par exemple les stages et les workshops. Il y a de nombreuses sociétés, instituts qui proposent des stages courts pour s'initier en présentiel, hein, j'entends bien, à la photographie. Par exemple, certains constructeurs disposent de leur propre centre de formation, et c'est le cas de Nikon. Je vous propose d'écouter le témoignage de Thomas Macaire, qui dirige donc la Nikon School. Il nous présente l'esprit des formations Nikon. On l'écoute. Alors, la spécificité de la Nikon School, c'est qu'on a des modules qui sont très concentrés. C'est-à-dire qu'en général, on vient à la Nikon School pour une journée ou 2 jours. Il y a un catalogue qui est assez vaste. On a 35 modules répartis sur environ 7 thématiques. Et on accompagne les photographes, soit pour apprendre les fondamentaux quand on a besoin de les apprendre, soit pour venir chercher quelque chose de particulier, travailler une thématique qui soit plus pointue. On est sur du présentiel, des formations qui ont lieu en salle avec un formateur qui est là, avec d'autres stagiaires. Et en fait, cette interaction, elle est super riche. C'est un enrichissement, bien évidemment, parce que le formateur est là et il va répondre à des questions qui peuvent venir au fil de l'eau. Donc, c'est important d'avoir cette interactivité permanente. Mais aussi, la richesse, elle vient des questions des autres stagiaires. En général, les stagiaires ont des profils qui sont très, très différents. Et on apprend parfois autant de la question et la réponse qui suit, qui vient d'un autre stagiaire, que des questions avec lesquelles on est arrivé soi-même. Alors, les professeurs sont des photographes ou vidéastes professionnels. C'est des personnes qui ont été sélectionnées pour leur pédagogie, plus que pour leur aura photographique. Et c'est important parce qu'on est vraiment une école de photo. Aujourd'hui, on l'ouvre un petit peu avec des photographes qui ne sont pas forcément des formateurs la majorité de leur temps, et qui sont plutôt des professionnels, soit de la photo, soit de la vidéo, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent non pas venir chercher des techniques, mais venir aussi chercher l'expérience de quelqu'un qui est passé par telle difficulté dans son métier. Et c'est aussi des choses qu'on souhaite pouvoir proposer à nos stagiaires. Alors, les formations de la Nikon School, grosso modo, c'est 230 € la journée, sachant que ça peut y avoir des découpages, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des demi-journées ou sur plusieurs jours. Et puis, on est centre de formation professionnelle. Par exemple, il y a l'AFDAS qui permet de faire financer ces formations à la Nikon School. Des gens qui sont en reconversion avec Pôle emploi également peuvent venir chez nous. Et puis, on est en passe d'être certifié pour le CPF, que tous les salariés, en fait, ont, et qui permet d'engranger des budgets pour faire des formations que chacun choisit. Alors voilà un peu l'esprit de la Nikon School qui propose des workshops plutôt haut de gamme, formation courte en présentiel, petits groupes, où l'échange avec le professeur, le photographe, le maître sont mis particulièrement en avant. Il y a une dizaine d'années, c'était un peu la mode absolue, hein, ces centres de formation. Il y en avait dans tous les sens. Leica qui propose aussi la Leica Academy. Il y a Graines de photographe, il y a Photoprof. Bref, il y en a beaucoup, beaucoup. Ilan, toi, tu t'es posé un peu la question de est-ce que je propose en plus à la place des rencontres dans la vraie vie pour apprendre la photo ? Alors pour le moment, on n'a pas de rencontre dans la vraie vie, mais on est effectivement sur une formation, un site d'apprentissage en ligne. Notre support de base, notre support principal, ça reste la vidéo, c'est-à-dire des vidéos qu'on a mis longtemps à tourner. En général, nos tournages par masterclass, ça dure 3 à 4 jours, donc on a beaucoup de rush, beaucoup de montage, mais on raconte une histoire au travers de vidéos pédagogiques immersives. Donc vraiment, on raconte une histoire comme ça, et le vecteur, c'est la vidéo. Mais on s'est posé la question de savoir comment on pouvait créer du lien, effectivement, avec les apprenants et avec les gens qui sont abonnés à Studio Gemini. Et ben, on fait des lives. On fait des lives réguliers, où une fois par mois, ou des fois à une fréquence plus importante, on va inviter les gens et on dit, on prend un moment pour discuter avec un photographe, pour vous faire découvrir un photographe. Je mène l'interview, un petit peu comme toi Arthur, tu mènes l'interview dans ce podcast. J'interroge le photographe, mais j'invite les gens qui sont là à poser des questions sur un chat. Et quand les questions s'intègrent dans le fil de l'interview, je vais pouvoir remonter les questions au photographe. Et l'idée, même si on est sur Internet, c'est d'arriver à créer du lien entre l'abonné, l'amateur photo, le photographe
artistes photographes ou photographes professionnels, et nous, Studio Gimini, en tant qu'éditeur. On a reçu Raphaël, mon voisin, la semaine dernière à l'occasion de notre émission consacrée au filtre photo. Elle nous parlait de une session un peu nouvelle chez toi, PhotoJam. Tu nous en dis un mot? Ouais, les PhotoJam, c'est un nouveau format, effectivement, qu'on vient de lancer. Et en 2 mots, Studio Gemini, donc, ça vise à permettre aux gens de maîtriser la technique photo, mais aussi, au travers des masterclass, de développer et d'enrichir leur regard. Mais on avait une petite frustration en tant qu'éditeur, c'est de se dire, c'est bien, on apprend aux gens à développer leur regard, à maîtriser la technique photo, mais pour devenir photographe et meilleur photographe, il ne faut pas regarder des vidéos, faut sortir, faut photographier. Et comment nous, en étant un site internet, on peut essayer d'accompagner les gens dans la pratique. Et c'est ce nouveau format, c'est les PhotoJam, c'est un format mensuel où on va s'intéresser chaque mois à une thématique photo. Et chaque mois, on va proposer aux gens une rencontre avec un photographe pour leur faire découvrir un nouvel univers. On va leur proposer un challenge photo en leur disant, voilà, on vous file un défi photo. Prenez votre appareil, sortez, photographiez, montrez-nous vos photos. On accompagne ça d'une mini-formation qui est dédiée. Et au terme de ce challenge, on prend un temps en live où avec le photographe qui a dirigé la masterclass, on va faire un live lecture d'images. C'est-à-dire qu'on va prendre les meilleures images, ou en tout cas nos coups de cœur du challenge photo, et on va en parler, on va analyser, on va commenter tous ensemble les images avec comme objectif effectivement d'amener à parfaire son sens de la composition. Mais c'est ça les PhotoJam, c'est la volonté d'accompagner les gens dans la pratique et les faire pratiquer. Simplement, on n'apprend pas la photographie, les fait se poser sur son canapé. Il faut sortir et on accompagne les gens dans cette direction. Alors du coup, si j'essaye un peu de résumer, donc outre évidemment les écoles photo, donc on a la possibilité d'apprendre la photographie à travers des stages, hein, délivrés par des centres de formation. Bon, bah là, l'intérêt, c'est qu'on a des vraies rencontres, on a beaucoup de pratiques, on a un peu de théorie, on peut échanger avec les autres élèves et avec le professeur. C'est souvent des stages qui sont courts, mais qui sont quand même relativement onéreux, hein. Thomas expliquait environ 200 euros la journée, en tout cas pour la Nikon School. On a les centres de formation virtuels, donc là qui proposent de la formation à travers de la vidéo principalement. C'est plus économique, on a accès à beaucoup plus de thématiques, mais on n'a pas, ou peu en tout cas, ce lien direct avec la pratique et ces échanges possibles entre différents apprenants et professeurs. Après, il y a encore une autre solution pour apprendre la photographie, c'est de passer par, vous vous souvenez, ce qu'on appelle bizarrement un bouquin. Il y a des ouvrages spécialisés proposés par des maisons d'édition. Il y a aussi évidemment la presse spécialisée. Et Benjamin, tu vas nous en parler un peu de votre stratégie éditoriale vis-à-vis des articles type tutoriel dans quelques secondes. Nous nous sommes entretenus avec Stéphanie Poisson, qui est la responsable du département photo aux éditions Erol. Elle nous présente les différents types d'ouvrages qu'il propose pour apprendre l'infotographie et l'importance que la maison d'édition met dans sa ligne éditoriale et la pédagogie. On l'écoute. Tous nos ouvrages d'apprentissage, de pédagogie, sont en fait basés sur la pratique. Plutôt que des profs, c'est plutôt des professionnels qui nous font part de leur spécialité, de leur savoir-faire, de leurs connaissances. On va du manuel, du guide très débutant à des choses beaucoup plus avancées et même spécialisées. Donc on peut avoir, je ne sais pas, pour démarrer la photo, des petits guides comme Nicolas Cross, j'apprends la photo. On a même une petite encyclopédie mais illustrée. On a un bouquin sur qu'est-ce que c'est que la photographie, mais que à partir d'infographies. Pour aller plus loin, après les petits guides, on a le guide pédagogique absolu depuis une dizaine d'années avec une photographe extra qui s'appelle Anne-Laure Jacquard. Je crois qu'on doit être à 100 000 exemplaires de son livre, ce qui est très très rare en technique. Et puis après, on spécialise. Donc notre grosse collection, elle s'appelle Secret de photographe. Je crois qu'on a 36 titres. Et là, c'est des spécialistes qui nous emmènent sur le terrain avec eux. Donc, par exemple, sur la photo d'animaux, il ne s'agit pas de faire le guide exhaustif, le cours sur la photo d'animaux, mais c'est, en l'occurrence, Erwan Balança qui dit comment lui, il vit dans la nature, comment il vit sur le terrain. Il donne évidemment des conseils, des choses à faire et à pas faire.
mais à la lumière de son expérience. Mais même dans une même collection, par exemple Secrets de photographe, où ils sont quand même très nombreux, on demande toujours à l'auteur de quoi il veut parler, dans quel ordre, sous quelle forme. Et après, on travaille avec lui beaucoup sa table des matières et son contenu, parce que nous, on sait qu'il y a quand même des incontournables. Certains ont envie de parler de beaucoup de techniques et puis parfois oublient leur part créative, donc on leur demande de la développer. D'autres veulent aller directement sur leur part créative, mais on leur explique que quand même, il va falloir donner quelques repères sans faire un cours, mais dans un premier chapitre sur un petit peu de matériel, un petit peu de technique liée, je sais pas moi, à la pose d'ongles, à la photo de sport, à la photo de spectacle. Que l'idée de l'éditeur, c'est quand même d'apporter un savoir-faire et des connaissances magnifiques jusqu'à un lecteur. Et donc, voilà, il y a une forme de transmission et de forme qui doit être faite par l'éditeur pour que le livre le plus juste arrive le mieux possible à son lecteur et trouve son lectorat. Ilan, tu voulais réagir? Oui, parce que moi je connais Stéphanie Poisson et je connais le travail qui est un travail très intéressant que font les éditions Erol. Je me retrouve totalement en fait dans cette approche pédagogique. Eux, ils sont sur le livre, mais dans cette approche éditoriale, le fait de travailler la pédagogie, d'accompagner les artistes, photographes, nous, dans nos masterclass, il y a vraiment un engagement qui est un engagement d'un éditeur. Quand on est Erol, effectivement, on s'engage quand on publie un bouquin sur la qualité du livre qui va être publié. Et bien pareil, quand on est Studio Gimni, on s'engage sur la qualité de la masterclass qu'on va proposer aux abonnés. Et il y a vraiment ce travail pédagogique qui est à la base de notre approche sur le site comme pour les livres. Oui, et puis c'est la même chose, c'est finalement la même chose pour nous. Bon, je parle du magazine Le Monde de la Photo, bien sûr, quel que soit le support d'ailleurs, finalement, parce que c'est très important, c'est-à-dire qu'à la base, ce qui est un magazine papier est devenu aussi un magazine numérique, aujourd'hui un podcast, qui est produit par le magazine aussi, donc finalement, sous toutes ces formes-là, on a une approche pédagogique qui fait que finalement c'est tout un écosystème auquel on appartient les uns les autres. Bon, vous, Arthur, Guillaume, vous avez fait la même formation. On a des auteurs chez nous, des plumes qui collaborent avec Erol, Gilles Théophile, Jean-Christophe Béchet, ou avec Studio Gemini, Bernard Jolival. Donc finalement, la pédagogie, elle est aussi un peu dans notre ADN depuis 14 ans que le magazine existe. Donc je pense qu'on partage effectivement cette belle capsule de Stéphanie. Moi, j'aurais juste à ajouter sur les livres, c'est vrai que c'est des supports qui sont extrêmement importants, même pour quand on veut apprendre, et qui sont souvent un complément même d'une formation, d'un partage avec que ce soit un stage ou un cours. Lorsqu'on a un support écrit, c'est quelque chose qu'on peut garder, sur lequel on peut revenir, qu'on peut annoter. Et on va toujours trouver le complément de ce que l'on cherche sur un type très spécifique d'information. D'ailleurs, souvent, les formations initiales que l'on peut avoir en bac pro ou en BTS sont très généralistes. Et les livres vont permettre de pouvoir aller plus loin dans un domaine si on veut vraiment aller sur des choses bien plus spécifiques. Enfin, je pense à la photo animalière, par exemple, qui n'est pas du tout enseignée en tant que telle. Et là, par contre, souvent dans les livres, on va avoir des choses qui vont être plus intéressantes que la formation, quelque part, de base qu'on peut avoir sur la formation initiale. Et effectivement, moi, je sais que, étant venu du papier, j'ai un attachement à l'écrit qui est extrêmement important. Et sur Studio Gimni, en plus des vidéos, ou pour accompagner les vidéos, en général, on a des livres numériques, soit des fiches pratiques d'une trentaine de pages qui accompagnent la masterclass, soit, parce que j'ai récupéré pas mal de droits d'ouvrages des éditions Pearson, des ouvrages qu'on a réadaptés, qu'on a réactualisés et qu'on propose aussi sur le site. Par exemple, on avait fait un livre avec Cédric Girard sur la photo animalière et il accompagne la masterclass de Myriam Dupouille sur la photo animalière. Donc il y a vraiment les différents supports qui coexistent et qui ne répondent pas aux mêmes besoins ou aux mêmes impératifs pédagogiques. Bon, on arrive sur la fin de cette grande discussion. On a déjà fait pas mal le tour des choses en ce qui concerne les solutions pour pouvoir se former et apprendre la photographie, alors qu'on soit un étudiant, un futur photographe professionnel en devenir, ou simplement un passionné qui a envie d'améliorer ses connaissances et sa pratique. Donc les écoles, les workshops physiques, les formations vidéo, les bouquins. Il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de contenu qui existe de différentes façons pour apprendre à se former à la photographie.